Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Escalade des prises de position à Human Rights Watch. L'ONG condamne à présent les exactions des séparatistes et appelle la communauté internationale à des sanctions ciblées. Dernier rapport de l'ONG à suivre en tête du journal. Escalade dans les contaminations au Covid-19, près de 5000 cas ce début de semaine. Les centres de prise en charge sont progressivement sous tension. Immersion Alex Orca, Yaoundé, dans ce 20h30. Et puis, escalade dans les mesures barrières de plus en plus souhaitées par une certaine opinion face au relâchement persistant. Faut-il resserrer les mesures? C'est ce qui fait débat en ce début de semaine au Cameroun. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ouvrons donc tout d'abord le journal avec ce communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République qui écrit de la présidence de la République qui porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a dépêché ce jour une mission d'assistance humanitaire en Guinée équatoriale suite à la catastrophe ayant frappé ce pays frère le dimanche 7 mars 2021 et qui s'est soldée par de nombreuses pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Conduite par M. Joseph Betiassomo, ministre délégué à la présidence chargé de la défense, et Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, la dite mission humanitaire, composée d'une soixantaine de personnels de la santé militaire, du Corps national des sapeurs-pompiers et du génie militaire, est porteuse d'une importante cargaison de médicaments, de denrées alimentaires et de fournitures diverses. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, voudrait réitérer sa solidarité à son homologue et frère, son Excellence le président Obiangema Bazogo, ainsi que celle du gouvernement et du peuple camerounais tout entier, au gouvernement et peuple frère de Guinée équatoriale dans cette épreuve. C'est donc un communiqué, c'est signé ce 15 mars 2021 par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Et l'autre actualité au Palais de l'Unité, c'est ce décret du chef de l'État qui porte nomination d'un inspecteur général au ministère de la Communication. Le président de la République qui décrète donc en article 1er, M. Metougué Ekane Philippe, journaliste principal, précédemment inspecteur numéro 2, est à compter de la date de signature du présent décret nommé inspecteur général au ministère de la Communication en poste vacant. En article 2e, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé ce 15 mars 2021 également, mais par le président de la République, Paul Biya. Parlons à présent de ce revirement notable de Human Rights Watch. L'ONG change de fusil d'épaule et appelle à présent à des sanctions ciblées contre les séparatistes qui écument les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans son tout dernier rapport, ce vendredi 12 mars, l'Organisation de défense des droits de l'homme dénonce les exactions terroristes et les crimes perpétrés par des bandes organisées dans ces deux régions au Cameroun. Synthèse du rapport, Augustin Guizana.
Pour la première fois depuis le déclenchement de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Human Rights Watch reconnaît et dénonce des exactions séparatistes. Son rapport publié sur son site vendredi 12 mars 2021 met en évidence la flambée des violences du fait des sécessionnistes. Quelques faits d'actualité pour sonner l'alerte. 27 février 2021, un médecin du Nord-Ouest est kidnappé, note le rapport de l'Organisation de défense des droits humains pour n'avoir pas contribué à la cause. Il est libéré après avoir payé une rançon de 300 000 francs CFA. Cet enlèvement, selon Human Rights Watch, s'est produit sur fond des regains de violence. Dans le Sud-Ouest, le document de l'ONG revient sur l'assassinat des 3 chefs traditionnels à Soata et du proviseur du lycée de Yomodjok. C'est ainsi que depuis 2017, note le rapport, les séparatistes armés ont enlevé des centaines de personnes, dont des élèves, des membres du clergé, des dirigeants politiques, des travailleurs humanitaires, tout en appelant les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à déclarer leur indépendance. Le rapport note que les séparatistes ont en outre imposé un boycott des établissements scolaires dans ces régions. Les séparatistes ont entravé l'acheminement de l'aide humanitaire, tuant et torturant ceux qu'ils soupçonnaient de collaborer avec les autorités et les forces de sécurité. Et précisément, dans ce dernier rapport, la coordinatrice de l'ONG Human Rights Watch, Ilaria Allegrossi, propose des sanctions ciblées contre les commanditaires de ces crimes et autres entrepreneurs de guerre. Je vous propose de l'entendre ici dans un extrait de ce rapport. On entendra plutôt cet extrait lu par un collègue ici à la CRTV. Le Conseil de sécurité de l'ONU et les partenaires internationaux du Cameroun devraient faire comprendre aux dirigeants séparatistes que ces crimes ont des conséquences, notamment en imposant des sanctions ciblées telles que l'interdiction de voyage et le gel des avoirs à tous ceux dont la responsabilité est établie dans ces exactions. Et il faut dire que ces exactions terroristes se poursuivent actuellement à travers ces 2 régions. Ce dernier week-end, par exemple, à Boya, dans la région du Sud-Ouest, une journaliste, notre collègue Famé Bonnué Aïssé de CRTV Sud-Ouest, a été enlevée samedi par des hommes armés. Heureux dénouement, ce lundi, elle a été libérée saine et sauve la nuit dernière. Voici ce soulagement à Boya raconté par Roger Samaki-Poro. Un grand soulagement anime la famille et les collègues de Fem Bounoué Aïssé depuis l'annonce de sa libération. Nous sommes tellement contents par cet acte de grâce qui va vraiment aider la famille en ce moment. Le personnel de CRTV Sud-Ouest a apporté du réconfort à la victime et à ses proches. Très content que notre collègue était libéré sans rançon. Nous, comme une famille de CRTV Sud-Ouest, on a décidé de faire une petite cotisation pour l'aider. L'étape psychothérapie, c'est une étape très importante pour elle. Libérée dans la nuit de dimanche à lundi, la journaliste Fem Bounoué Aïssé reçoit dès lors des soins appropriés. Le chef de la station CRTV Sud-Ouest remercie la presse privée, l'administration et les syndicats et associations de journalistes pour leur contribution au dénouement heureux de cet événement. Et revenons donc à cet appel de Human Rights Watch pour des sanctions ciblées de la communauté internationale contre ces séparatistes à l'œuvre dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cet appel qui s'appuie sur 2 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, les textes 1368 et 1373, adoptés au lendemain même des attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, des textes qui obligent la communauté internationale à faire bloc pour combattre le terrorisme partout à travers le monde. Regard sur l'application de ces résolutions sur le Cameroun, le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Séverin Legambele. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, la communauté internationale a fait de la lutte contre le terrorisme une cause mondiale. Les 2 résolutions, 1368 et 1373, adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU, sont la preuve de cet engagement.
La résolution 1368 impose aux États de coopérer pour recenser les auteurs des crimes de terrorisme et de les faire traduire devant les tribunaux nationaux ou internationaux. Alors, la 1373 a donc vocation à régler le problème du financement du terrorisme, à lutter contre la circulation des armes. Et la 1373 prescrit également une certaine communion dans le partage de l'information. Pour le cas du Cameroun, qui fait face au terrorisme avec tout son cortège de malheurs, la responsabilité des pays amis est engagée. Du point de vue de la qualification, ces deux résolutions ne distinguent pas la manière de voir ou de concevoir les faits de terrorisme. Le problème, c'est un problème de volonté politique, c'est un problème du jeu des acteurs et des grands lobbies. En ce qui concerne le Cameroun, par exemple, que ceux qui financent le terrorisme et qui résident dans ce pays soient nécessairement rapatriés et qu'ils puissent répondre de leurs actes. Les résolutions 1368 et 1378 du Conseil de sécurité de l'ONU relèvent donc des normes impératives, bien au-delà des conventions internationales. Et voilà qui est clair. Ouvrons à présent le dossier du 20h30. Nous dressons encore ce soir l'état des lieux de la pandémie du Covid-19. En ce début de semaine, les autorités sanitaires annoncent un chiffre 43 915 cas au 14 mars. C'était hier, dimanche. La courbe des contaminations a donc encore grimpé, mettant sous pression la plupart des centres de prise en charge à travers le territoire. Allons voir la situation à l'un de ces points névralgiques dans la capitale. Immersion avec Franck Evina au centre spécialisé de l'ex-Orca, ici à Yaoundé. Autant ils sortent, autant ils entrent. Depuis la résurgence des cas, le centre spécialisé de prise en charge de l'ex-Orca reçoit entre 30 et 40 nouveaux patients par jour. Cet après-midi-là, Raymond est venu dire merci à ceux qui lui ont sauvé la vie. J'ai trouvé au moins 30 personnes qui attendaient, il n'y avait pas de place et j'ai eu à être admis. On me donnait les soins 3 fois par jour, on me donnait le repas 3 fois par jour et un repas très équilibré. De la reconnaissance pour un personnel médical sous pression. À la réanimation, une vingtaine de patients sous assistance respiratoire. Le service est presque à saturation. Lorsque les perturbations sont maîtrisées, sont contrôlées, les patients sortent du service de réanimation pour aller dans un service intermédiaire. En soins continus, la fréquence d'occupation des lits inquiète aussi. Dans un compartiment de 99 places, 95 sont prises. Dans un autre, d'une capacité de 60 lits, 51 sont occupés. Même la pédiatrie est sollicitée. Les ressources humaines ne sont pas encore suffisantes, mais il faut noter que le ministre de la Santé nous a affecté de nouveaux personnels. S'organiser pour mieux soigner, l'astuce du personnel médical est aussi adoptée par les techniciens d'hygiène et salubrité dans la gestion des déchets et des corps. Lumière à présent sur certains de ces cas troublants de la maladie à Covid-19, des cas d'infection de ces jeunes enfants qu'on vient d'entendre et de voir ici à l'image, des cas asymptomatiques aussi qui pourtant aboutissent à des détresses respiratoires engageant tout autant le pronostic vital du malade. Éclairage d'experts sur ces spécificités, c'est dans ce reportage de Daniel Menanga. Alerte au Covid-19. La nouvelle vague fait des vagues. Depuis décembre dernier, les chiffres s'affolent. Il y a eu une augmentation de l'incidence du nombre de cas au niveau du pays. De plus en plus, les informations sur la maladie et les différentes études qui sont publiées nous présentent des symptômes différents. Pour affirmer sur la virulence, il y a un certain nombre d'études et d'observations qui doivent être faites. Et ça, c'est avec un certain recul. Le nouveau rebond fait chuter les enfants, longtemps considérés comme porteurs sains. Des paramètres et autres qui en rajoutent au stress ambiant. Essayez d'adopter les mesures barrières. Lorsque vous avez été exposé, faites-vous dépister, ainsi que vos enfants s'ils présentent des symptômes qui se rapprochent de ceux de Covid. Dans les formations sanitaires, il y a un dispositif qui est fait pour pouvoir vous faire des tests et aussi il y a une approche pour accompagner de nombreuses administrations pour le dépistage massif.
La prévention est jusqu'ici le moyen sûr d'éviter le pire. Face à ce nouvel épisode coronavirus, le virus aux multiples facettes. Et les autorités sont mobilisées sur le terrain pour ramener cette contamination à sa plus petite dimension. Le ministre de l'administration territoriale, par exemple, était ce lundi en campagne pour appeler au respect de mesures barrières sur le terrain à Yaoundé. Sur très hautes instructions du chef de l'État, répercutées par le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Latangandji, est allé ainsi lancer la seconde phase de la sensibilisation contre le coronavirus. Et après une réunion avec les autorités administratives de la région du centre, dans les services du gouverneur, il a effectué une descente inopinée au marché central de Yaoundé pour une distribution de 2000 masques. Sur les pas du ministre de l'administration territoriale à Yaoundé, notre reporter Jean-Pierre Congé. Lieu de rassemblement par essence, les marchés peuvent être un terreau fertile pour la provocation du coronavirus au moment où le Cameroun subit de plein fouet la seconde vague de la pandémie. D'où la descente du ministre Paul Latangandji au marché central de Yaoundé et son appel lancé aux commerçants de s'impliquer tous dans la bataille. Nous vous donnons 2000 masques, mais vous devez vous organiser à confectionner les masques. Vous pouvez avoir 5, 6, 10 masques pour votre personnel. Il faut intensifier la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. La descente inopinée du MINAD au marché central de Yaoundé intervient après une réunion par lui tenue en matinée avec les autorités administratives de la région du centre. Une rencontre au cours de laquelle il a invité ses hauts responsables à prendre le relais dans leurs unités de commandement respectives en impliquant toutes les forces vives. Dans cette campagne de sensibilisation, il faut y associer les autorités religieuses, les responsables de partis politiques et les maires. Il faut faire la sensibilisation dans les endroits de grande promiscuité, dont les gares routières, les marchés. Et puis il faut également discuter avec les autorités religieuses pour diminuer le nombre de fidèles à l'occasion des prières. Seule cette union sacrée appelée de tous leurs vœux par les pouvoirs publics est à même d'endiguer la propagation du malin virus. On le constate donc au long de ce dossier du 20h30, cette nouvelle flambée des contaminations est effective et la négligence persiste dans les populations. Aussi, dès ce lundi, des voix s'élèvent-elles pour appeler les autorités à davantage de rigueur. Et c'est ce qui fait débat en ce début de semaine au Cameroun. Question, un tour de vis supplémentaire est-il nécessaire pour resserrer les mesures barrières au Cameroun? Regard croisé, c'est dans cette enquête de Martine Noël Ndengue. Avec près de 10 000 nouveaux cas en 2 mois, la fièvre de la contamination au Covid-19 casse le thermomètre. Les mesures barrières, seules issues pour se prémunir, sont foulées aux pieds. Nous devons être tout le temps vigilants parce que si on n'est pas vigilant, on peut avoir des petites poussées et que si on néglige, ces petites poussées-là peuvent devenir des grosses épidémies catastrophiques. Les mesures édictées par le gouvernement il y a 1 an restent pourtant en vigueur, mais qu'importe, pour une bonne partie de la population, le coronavirus, c'est l'affaire des autres. J'étais au village dernièrement à un deuil. On me disait même qu'on ne met pas ça ici, hein. C'est vous qui amenez ça ici. Il faut durcir le ton et les méthodes de sensibilisation. L'évangile de certaines chapelles ne prêche pas la prévention de la maladie. J'ai suivi un message de l'église réveillée qui disait que pas de vaccin, hein, c'est Dieu seul qui va nous protéger. Même les cases ne mettez pas. Il faut réprimander. Mais la santé étant une affaire personnelle, l'autodiscipline doit primer. Chacun doit penser que je dois me protéger, je dois protéger ma femme et mes enfants, je dois protéger mes amis. Il faut éviter l'expérience amère qui consiste à prendre conscience du mal lorsqu'il emporte enfin un proche. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
Dans ce tour d'horizon de la riposte nationale contre le Covid-19, revenons à présent sur ces cas dits asymptomatiques dont la prise en charge se fait exclusivement à domicile. Allons questionner l'efficacité de cette technique de traitement. C'est dans cet entretien de Évariste Eyenga avec son invité de ce soir. Nous les retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique de Messa Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Pendant cette résurgence annoncée par les responsables sanitaires du Cameroun, la plupart des cas sont asymptomatiques, c'est-à-dire ne nécessitent pas une prise en charge hospitalière. Ils peuvent être objet d'un suivi à domicile. Comment cela se passe? On en discute avec le docteur Sonia Mahop de l'unité prise en charge. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Évariste. Merci d'avoir accepté notre invitation. La prise en charge à domicile, quel avantage pour le système de santé? L'avantage que apporte le système de santé, c'est qu'ils vont soulager d'abord les formations sanitaires qui sont saturées avec les cas symptomatiques. Et aussi, c'est plus facile pour le patient d'être dans un environnement qu'il connaît, parce que nous connaissons comment l'environnement hospitalier est stressant pour le malade. Donc, nous voulons favoriser un environnement plutôt stable pour faciliter un certain nombre de choses. Maintenant, quand on tient compte de certaines réticences, lorsqu'il s'agit d'une prise en charge à domicile, est-ce que le patient il ne peut pas être un peu négligent si le médecin n'est pas à côté? C'est pour ça que pour le suivi à domicile, il doit être fait par un personnel de santé. Normalement, le suivi à domicile, comme ce sont des patients qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes, ne nécessitent pas forcément un suivi journalier. Donc, il y a des jours où nous appelons le malade et nous apprenons aussi au malade à reconnaître certains signes de danger qui peuvent nécessiter une extraction de ce patient du domicile vers une formation sanitaire. Docteur Sonia, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a une partie de la conscience individuelle de chacun des patients lorsqu'il est pris en charge à domicile. Il faut être à l'écoute du personnel médical chargé de ces suivis. Merci Évariste, merci au docteur Sonia Mahop. Nous parlons encore santé avec ces cas de comorbidité évoqués à Douala. C'était le tout premier congrès scientifique de l'Association des sociétés de cardiologie d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les travaux organisés du 10 au 12 mars ont planché sur la prévention des urgences cardiovasculaires, ces maladies du cœur qui constituent également des comorbidités dans les complications du Covid-19. Compte rendu à Douala, Marcel et Kassibile. Pratiquer régulièrement des activités physiques et sportives, éviter la consommation excessive d'alcool, de tabac, sucre ou de sel, manger au moins un fruit et légumes par jour. Les recommandations sont connues de tous. Seul bémol, leur mise en pratique. Conséquence, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle font des ravages. La sonnette d'alarme est tirée pendant les premières assises de l'Association des sociétés de cardiologie. Nous sommes dans la pleine pandémie à coronavirus et on sait qu'il y a le taux de mortalité très important chez ceux qui sont touchés par des maladies cardiovasculaires. L'examen des plateaux techniques des hôpitaux pour la prise en charge des urgences cardiovasculaires était aussi classé parmi les intérêts majeurs de ces travaux. Les urgences médicales et chirurgicales sont un problème donc quotidien et qui demande un plateau technique spécialisé, très pointu, qui demande du personnel qualifié, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos pays. Il a été recommandé au terme de 3 jours d'échange que des dispositions particulières soient précocement prises afin d'éviter les complications chez les patients atteints de coronavirus. Et nous restons à Douala, précisément, allons donc au lycée bilingue de Daïdo pour effectuer une évaluation de la situation 2 années après l'assassinat d'un élève par son camarade. Souvenez-vous, c'était en mars 2019 et la situation ne s'est guère améliorée depuis lors en milieu scolaire. La violence avance, aggravée par l'alcoolisme, les drogues et autres psychotropes. Ce soir, Serge Atangana-Bissau entame une série évaluative de cette violence dans les écoles. Première escale
local. Retour donc au lycée de Daido. Nous vous retrouvons sur place. Qu'est-ce qui a changé, Serge? Un lycée d'enseignement muté en quartier de haute sécurité. 16 caméras tournent en permanence et traquent le moindre geste dans l'espace vie du lycée bilingue de Daido. Parce que là-dedans, il y a eu mort par poignard le 16 mars 2019 parce que le campus était devenu prison break. Les élèves qui entrent dans le lycée, qui taxent les plus petits et également qui chopent, comme on parle souvent, qui arrachent le téléphone par force et qui soutient également. Dans cet univers de Far West, Tamanoir, personnage de BD, règne en maître, contrôlant le racket local jusqu'à cette expédition punitive qui lui coûte la vie. Il n'était qu'en classe de seconde, un ado qui a mal tourné. Depuis lors, la porte des étoiles, le passage par lequel les malfrats passaient et se mêlaient au bon grain, a été fermé. L'uniforme a changé aussi. Comme le lycée avait même la même tenue que les autres, beaucoup d'enfants ont porté cette tenue-là et entré. Où un enfant l'ont bien bordé, il entre. Vous croyez que le lycée, en fait, il n'est pas du lycée. Ouais, les filles, maintenant, on a coupé les cheveux. Pourquoi? Parce que dans les cheveux des filles, on a trouvé du tramol, des comprimés. On a caché ça dans les nattes. Le campus respire donc, au prix de la vie d'un enfant. On surveille avec les détecteurs de métaux. Et puis, il y a des caméras de surveillance. D'autres tamanoirs peuvent surgir. Parce que, pour le corps enseignant, le travail préalable n'est pas fait. Les enfants qui débarquent au lycée sont des bombes à retardement, chargées de frustrations diverses. Pas de goûter, ni argent de poche, parents séparés, familles recomposées. On passerait la nuit ici, à lister les détonateurs. Série à suivre donc dans nos prochaines éditions. Prenons des nouvelles. La session de mars au Parlement. À l'Assemblée nationale, les femmes parlementaires célébraient leur pionnière, ces dames élues des toutes premières législatures. Un dîner a été offert hier dimanche en leur honneur, en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le ministre des Affaires sociales, Mme Pauline Irène Guéné. Une soirée suivie ce lundi par la visite de l'exposition intitulée « Sur la route du leadership féminin au Parlement », c'est à voir encore et encore au Musée national. Pulchéri Até raconte cette célébration. Un hommage appuyé et bien mérité, le tout autour d'une soirée arrosée, c'est ce à quoi ont eu droit les pionnières du Parlement camerounais. La première, c'est Mme Ebanda Isabelle, qui a été députée en 1970. Nous sommes fiers de leur rendre hommage et nous sommes obligés, nous-mêmes, de poser nos pieds sur leurs traces. Tout émus, les parlementaires de la première heure expriment leur satisfaction. Voir nos pas, où nous sommes passés, ça me fait aussi une fierté. Mais nous voulons seulement que les députés en fonction de nos jours ne doivent pas baisser les bras. L'acte 2 de ces moments de retrouvailles, c'était ce lundi au Musée national. Le nombre de femmes à la représentation nationale est en train d'évoluer de façon significative. Cette évolution a été marquée par l'engagement personnel du président de la République, Paul Biya. L'exposition intitulée « Sur la route du Parlement en cours au Musée national » retrace les différentes étapes de la marche des femmes parlementaires de la première à la 10e législature. Repartons dans le sud-ouest et la suite de la lutte contre la vie chère à Bamenda. Des denrées alimentaires de première nécessité sont vendues à prix promotionnel aux populations de l'arrondissement de Bamenda 3e, une initiative du maire de la ville pour soulager les ménages et promouvoir la solidarité dans ce contexte de double crise sanitaire et sécuritaire. Retrouvons à Bamenda, au milieu de ce marché, Laurent Chissoukbe. Marché mobile coincé lundi, ça grouille de monde. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes se bousculent pour acheter à moindre coût des denrées alimentaires de première nécessité. Un litre d'huile végétale est vendu à 500 francs au lieu de 1200 ou encore 5 kilos de riz à 1000 francs au lieu de 2000 francs CFA. J'ai payé 1 litre d'huile, j'ai payé 10 sachets de tomates avec 5 kilos de riz à 2000 francs. En plus, il nous a donné encore le masque. Vous couvrez le nez. Il peut manger ça même peut-être 4 jours.
avec les enfants. Ces populations faisant face à une double crise sanitaire et sécuritaire, le super-maire Paul Achobon s'est dit solidaire. Dans les temps si difficiles, on vient vers la population, on leur tente la main, on leur dit vraiment qu'on est avec vous et de leur lancer d'appel que Bamenda est le city of the future. Soucieux du bien-être de ces populations, Paul Achobon a promis de rééditer l'action dans ce même arrondissement. Allons voir ce qui marque la journée mondiale du consommateur dans la région de l'Est. La journée, c'était ce 15 mars, marquée donc là-bas par la crise du pain à Berthois. L'augmentation du prix du sac de farine, passé de 16 à 17 000, amène les boulangers à réduire les commissions données aux livreurs. Ceux-ci observent un mouvement de grève depuis ce lundi matin. Le récit à Berthois, Ousmane Abdoulaziz. Le circuit de distribution de pain dans la ville de Berthois connaît des difficultés depuis ce 15 mars 2021. Pour cause, les livreurs ont décidé d'observer un mouvement d'humeur suite à l'augmentation du prix de cet aliment à la fabrication par leurs fournisseurs. Ils ont dit qu'ils augmentent le pain à 80 francs au livreur. Et un livreur ne peut pas s'en sortir avec 10 francs de pain et donner 10 francs à son client. Pour le collectif des propriétaires de boulangerie de Berthois et ses environs, cette situation qui trouve son fondement dans l'inflation du prix de sac de farine de blé dans les marchés est sans conséquence sur le prix d'achat du consommateur. Ça a augmenté au niveau des livreurs de 10 francs, mais ça reste entre les boulangers et les livreurs. Le pain n'a pas manqué à nos guichets et je pense que le prix de pain est resté intact à 100 francs. À la délégation régionale du commerce de l'Est, les responsables ne ménagent aucun effort pour que les prix homologués soient respectés. Les équipes ont fait un tour sur le terrain et ont trouvé que cette information était fausse. S'il y a cette tentative d'augmenter le prix du pain, les portes de la délégation régionale sont grandement ouvertes pour toute dénonciation. Pour l'heure, les boulangeries de Berthois et ses environs fonctionnent à plein régime et le pain disponible au même prix pour le consommateur. Voilà qui met un terme à ce 20h30. Le pain n'augmentera donc pas de prix à Berthois, c'est retenu. Et à retenir également ce communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a dépêché ce jour une mission d'assistance humanitaire en Guinée équatoriale suite à la catastrophe ayant frappé ce pays frère le dimanche 7 mars 2021 et qui s'est soldée par de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Conduite par M. Joseph Betty Assomon, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, et Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, la dite mission humanitaire composée d'une 60aine de personnels de la santé militaire, du corps national des sapeurs-pompiers et du génie civil est porteuse d'une importante cargaison de médicaments, de denrées alimentaires et de fournitures diverses. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, voudrait réitérer sa solidarité à son homologue et frère, son Excellence le président Obiangema Bazogo, ainsi que celle du gouvernement et du peuple camerounais tout entier, au gouvernement et au peuple frère de Guinée équatoriale dans cette épreuve. C'est signé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, ce lundi 15 mars 2020. Signalé également la nomination de Metougué et Kane Philippe, journaliste principal au poste de inspecteur général au ministère de la Communication à Yaoundé. La fin de ce journal, le 20h30, préparé avec la collaboration de Cyril Kingembepe et de Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations dans le minuit présentées par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez pour l'immédiat Yves-Marc Medzo sur cette antenne et son invité dans Présidence Actu. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin
ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.